Et nous prolongeons notre réflexion avec notre invité Thomas Junot. Bonjour, vous êtes professeur adjoint à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa. Merci de nous apporter des éléments de compréhension. Est-ce qu'on sait exactement où nous en sommes tout d'abord de ces négociations? Non, on ne le sait pas exactement. Ce qui semble être le cas, c'est qu'il peut y avoir eu un peu de progrès quand même au cours des derniers jours entre les États-Unis et l'Iran. Il y a plusieurs médias américains qui ont fait référence à un document d'une page, peut-être un peu plus d'une page, qui contiendrait 14 points ou quelque chose comme ça. Mais il faut bien comprendre si ce document-là réussit à aboutir au cours des prochaines heures ou des prochains jours, c'est pas un accord final. C'est certainement pas une paix durable. Ce que ce document-là semble proposer, même si encore une fois on ne connaît pas les détails, c'est un cadre pour que des négociations plus sérieuses puissent commencer la semaine prochaine ou plus tard, probablement au Pakistan. Donc à ce stade-ci, ce qu'on voit cette semaine, c'est pas des négociations, c'est des négociations sur les négociations éventuelles. Alors ça demeure au minimum très préliminaire encore. Ce que l'on voit aussi, c'est que les chancelleries ne cessent de faire pression, hein, pour que cette fermeture du détroit d'Ormuz cesse, notamment. C'est là l'enjeu majeur. C'est vrai qu'en entraînant la fermeture de ce détroit, on entend que Donald Trump a fait une grosse erreur et qu'il ne sait pas comment s'en sortir. Ben absolument. Les États-Unis sont commencé une guerre il y a un peu plus que 2 mois maintenant avec une incohérence au niveau des objectifs stratégiques. Il y a eu énormément de contradictions quant aux objectifs qu'on poursuivait. Est-ce que c'était le programme nucléaire, le programme de missiles? Est-ce que c'était la chute de la République islamique au complet? Il y a toujours eu une incohérence à ce niveau-là. L'Iran a toujours pu exploiter le manque de cohérence dans les objectifs américains. Et aujourd'hui, on se ramasse dans un contexte où l'Iran, en ayant réussi à bloquer le détroit d'Ormuz, a gagné une influence très importante sur l'économie mondiale et donc sur les États-Unis. Et ici, il faut bien comprendre que pour l'Iran, le détroit d'Ormuz, c'est son levier principal. Donc, l'Iran ne va pas accepter de réouvrir complètement le détroit d'Ormuz à la navigation internationale sans concession très importante. Alors, quand les États-Unis ou d'autres pays, notamment la France, demandent à l'Iran de réouvrir immédiatement ou le plus rapidement possible le détroit d'Ormuz, ça ne va pas arriver. Parce que du point de vue de l'Iran, de faire ça, d'accepter cette demande-là d'entrée de jeu, ça serait tout simplement d'abandonner sa carte principale. Oui, c'est-à-dire qu'en quelques semaines, l'Iran a acquis un pouvoir absolument démesuré en s'appropriant ce détroit d'Ormuz. Alors, il y a eu cette opération qui avait été annoncée, puis finalement, l'administration américaine a rétropédalé, projet liberté. Là, on avait un truc un peu, enfin, pas clair du tout. On avait un cadre assez vague, hein, que proposaient les États-Unis. D'ailleurs, ils ont très rapidement rétropédalé. Oui, alors cette notion-là que les États-Unis pourraient commencer à escorter soit les 1500 navires qui sont coincés dans le golfe Persique, donc à l'intérieur du détroit d'Ormuz, les escorter un par un ou peut-être deux ou trois à la fois pour sortir du détroit d'Ormuz et éventuellement escorter des navires qui pourraient rentrer dans le détroit d'Ormuz pour aller chercher du pétrole ou du gaz naturel. Ça a toujours été une fantaisie. Il n'y avait aucune possibilité, il n'y a aucun scénario viable où ça pourrait être une solution durable pour le problème. Des escortes comme ça, premièrement, c'est extraordinairement inefficace. Comme je viens de le dire, il y a plus d'environ 1500 navires coincés dans le golfe Persique. Avant la guerre, environ 130 navires transitaient le détroit d'Ormuz à tous les jours. Donc, des escortes de un ou deux navires à la fois, c'est extrêmement inefficace. C'est aussi très coûteux financièrement et c'est extrêmement risqué parce qu'à chaque fois qu'il y a un de ces navires-là qui va essayer de briser le blocus iranien, donc le blocage par l'Iran de tout transit qui n'est pas contrôlé par l'Iran du détroit d'Ormuz, ben, il y a un risque d'escalade. Alors, ça a commencé brièvement cette semaine, ça a arrêté après qu'une poignée seulement de navires ait pu être escortés par les Américains, puis il n'y avait pas vraiment de possibilité que ça aille plus loin que ça. Là. Oui, ça risquait de faire voler en éclats ce cessez-le-feu. Le but, du blocus américain imposé sur l'Iran était, de faire s'agenouiller l'Iran. On voit que ça ne fonctionne pas. Comment expliquez-vous que le régime iranien parvienne à tenir? Mais le but du blocus américain, vous l'avez très bien dit, c'est d'ajouter à la douleur économique qui est déjà imposée à l'Iran depuis des décennies, avec la quantité impressionnante là, de sanctions financières, commerciales, autres que les États-Unis, mais d'autres membres de la communauté internationale ont imposées à l'Iran. Le président Trump a décidé d'imposer un blocus supplémentaire pour donc empêcher toute exportation iranienne, surtout de pétrole. Et donc, l'objectif, c'est d'ajouter à la douleur économique pour, comme vous l'avez dit, là, faire fléchir
enrichir l'Iran, c'est de très mal comprendre la République islamique, de penser que ça pourrait fonctionner. Oui, les États-Unis sont en train d'imposer une douleur additionnelle significative à l'économie iranienne. C'est vrai, mais c'est pas vrai que ça va fonctionner. On le voit très bien en ce moment. La République islamique considère que la guerre qui a lieu depuis le 28 février 2026 est une guerre existentielle. C'est une guerre pour sa survie. L'objectif américain, ce n'est pas une guerre limitée comme ça peut être le cas par le passé. L'objectif, c'est de faire tomber la République islamique. Donc, le régime va être absolument prêt à absorber, à tolérer une quantité énorme de douleurs économiques ou autres pour assurer sa survie. Puis ici, quand je dis que le régime va absorber cette douleur économique-là, en pratique, ce que ça veut dire, c'est que premièrement, le régime va transférer cette douleur-là à la population iranienne, qui souffre déjà énormément. Et en fait, le régime, notamment plusieurs commandants ou individus affiliés aux gardiens de la Révolution, vont s'enrichir avec ce blocus-là, parce que c'est eux qui contrôlent les très nombreux, très sophistiqués réseaux de contrebande qui permettent à l'Iran, depuis des décennies, de contourner les sanctions internationales. Alors, pour au minimum plusieurs mois, l'Iran va absolument être capable de résister à ce blocus-là. Là. Vous évoquiez tout à l'heure les ripostes à l'instant hein, auxquelles on a assisté hier. Ce sont les Émirats arabes unis qui ont immédiatement été frappés. Pourquoi est-ce que ce pays reste une cible privilégiée de l'Iran? Les Émirats arabes unis sont très proches des États-Unis depuis longtemps, mais aussi depuis 2020, ils sont très proches d'Israël. Dans le cadre des accords d'Abraham, les Émirats arabes unis ont normalisé leurs relations diplomatiques avec Israël et depuis ce temps-là, depuis presque 6 ans maintenant, les Émirats et Israël ont approfondi de manière très sérieuse leurs relations, surtout en matière sécuritaire, mais à d'autres niveaux aussi. Il y a de plus en plus de commerce, il y a un peu de tourisme, pas en temps de guerre, mais avant la guerre entre les deux pays. Donc, les Émirats arabes unis sont un exemple que l'Iran veut frapper. L'Iran veut vraiment envoyer le message non seulement aux Émirats, mais à l'ensemble de la région. Voici le prix que vous payez pour votre coopération, pas seulement avec les États-Unis, mais avec Israël aussi. Et ce qu'on voit dans le contexte de la guerre actuelle, c'est que les Émirats ont approfondi encore plus leur relation avec Israël. Israël a même déployé, selon plusieurs rapports dans les médias israéliens, américains, des installations de défense antimissile pour soutenir les Émirats. Donc, on se retrouve un peu dans un cycle où plus cette relation-là s'approfondit, plus l'Iran va vouloir frapper les Émirats arabes unis. Là. Le contrôle, Thomas Junod, du passage n'est pas qu'une question de puissance militaire, c'est avant tout un rétablissement de la confiance. Comment cela pourrait-il être possible? Est-ce qu'on peut imaginer, du coup, voir les pays du Golfe se joindre pour éventuellement une cogestion du détroit d'Ormuz? Comment est-ce qu'on peut rétablir cette confiance qui est essentielle? Premièrement, vous avez raison de parler de la question de confiance parce que la liberté de navigation à plus long terme dans le détroit d'Ormuz, c'est pas juste une question d'ouverture dans un passage maritime, c'est une question de confiance entre les États du Golfe, donc au sud les pays arabes, l'Arabie saoudite et les autres, au nord l'Iran, mais aussi les autres membres de la communauté internationale, puis pas seulement les États-Unis, les nombreux pays asiatiques, Chine, Japon, Corée du Sud, Malaisie, Indonésie, dont les pays ont besoin de cette liberté de navigation-là. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, d'après moi, au minimum, certainement à court terme, mais très probablement à moyen terme et malheureusement, possiblement à long terme, il n'y aura pas un retour au statu quo d'avant la guerre, c'est-à-dire une liberté totale de navigation dans le détroit d'Ormuz. Le détroit va se réouvrir. Ça pourrait être long, ça pourrait prendre des semaines, voire des mois, ça pourrait nous amener beaucoup plus loin en 2026, mais la menace iranienne sur le détroit d'Ormuz, elle va être indéfinie. L'Iran a démontré ce qu'on savait en théorie, mais maintenant on le sait en pratique, qu'il est capable de fermer le détroit d'Ormuz et que ça lui donne énormément de pouvoir de négociation, un levier énorme. Donc, même si l'Iran ne va pas nécessairement systématiquement fermer ou refermer le détroit d'Ormuz à l'avenir, la menace va peser et l'Iran va constamment exploiter cette menace-là dans la zone grise, là, pas nécessairement à le fermer complètement, mais à le fermer partiellement ou à indirectement subtilement suggérer qu'il pourrait le fermer. Et ça va lui apporter constamment énormément d'influence. Et je crois que cette menace-là, c'est notre nouvelle réalité. Là. En ne parvenant pas à faire capituler le régime iranien, dans quelle position Donald Trump est-il en train de placer les États-Unis?
Pour les États-Unis, cette guerre-là, c'est un échec. Et ça démontre très bien le dilemme ou le paradoxe dans la puissance américaine. Les Américains, surtout dans les premières semaines de la guerre, ont enligné des succès tactiques. Donc, au niveau militaire, dans les premières semaines, les États-Unis et Israël réussissaient à imposer un coup énorme à l'Iran. Et on parle beaucoup d'Ormuz, mais il ne faut pas oublier que l'Iran a été frappé extrêmement fort au niveau militaire, au niveau économique. Les pertes ont été importantes, le coût a été important. Mais les États-Unis, en raison, comme je le disais il y a quelques minutes, de l'absence totale d'une stratégie claire et cohérente, d'objectifs précis et faisables, on a vu des succès tactiques se transformer en défaites stratégiques. Et ça, c'est évidemment, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans l'histoire de l'interventionnisme militaire américain. Cette difficulté, voire cette incapacité à traduire une domination militaire extraordinaire en succès politique et diplomatique. Et là, aujourd'hui, on se ramasse dans une situation qui illustre très bien ce paradoxe-là, cet échec fréquent américain, où, malgré sa supériorité militaire, leur supériorité militaire, les États-Unis se ramassent aujourd'hui dans un nouvel équilibre régional, comme je viens de dire dans la question précédente, qui leur est plus désavantageux que par le passé, là. Je vous remercie beaucoup, Thomas Junot, pour ces éléments de compréhension. À l'instant, on apprend justement qu'il y a eu des tirs de missiles depuis des drones iraniens sur les Émirats arabes unis. Donc, à nouveau, des frappes iraniennes sur le territoire.